La photo d'une famille française gâtée par la vie. Un père comblé aux côtés de son épouse, Denis et Laurence Manché. Des filles belles comme le jour et 2 garçons aussi blonds que ceux de Claude François. On avait toujours les dernières grosses motos, l'avion, un ULM qu'il a construit lui-même. On était dans ce monde-là. Mais qui savait que derrière la porte de la maison forestière se cachait l'enfer? L'enfer des punitions et des coups, la perversité d'un homme qui abusait de ses filles avec la complicité de sa femme. La chose que je me souviens, c'est juste qu'il me déshabille et que je suis dans son lit. Et je suis pas bien. Je sais pas ce que je vis, mais je suis pas bien. Qui pouvait imaginer que ce cadre performant était en réalité un tyran, dont l'emprise sur sa famille était si forte qu'il a fait de sa fille sa compagne et la mère d'un de ses enfants. Elle pensait que la situation qu'elle vivait avec son père était une situation normale et qu'elle était normalement amoureuse de cet homme-là. C'est peut-être ça, oui. Des incestes heureux. Un amour auquel même une cour d'assises a cru. À leur procès, Denis Manché et sa femme encouraient 20 ans pour viol sur mineur. Ils ont pris 5 et 3 ans et ils sont repartis libres. Libre de s'aimer, libre de tuer aussi. Cette histoire n'est pourtant pas celle d'un monstre. Les monstres n'existent pas. Des Denis Manché, il y en a encore beaucoup, partout. Et il faut tellement de force à un enfant pour les faire tomber. Gisors, en Normandie, le 7 octobre 2014. Je finis mon service à 19h. J'arrive à peine à table avec ma famille que le téléphone sonne. C'est le centre d'appel qui me signale avoir reçu un appel d'un homme qui se trouve au garage Stenzo. Il y aurait 2 personnes blessées et des coups de feu auraient été entendus. Et là, il y a 2 hommes juste à l'entrée du terrain, au portail, et ils nous disent c'est un bain de sang. Il y a un gars qui a tiré sur tout le monde. Dans l'entrée du garage, une première victime de la fusillade. On a le garagiste, donc Monsieur Pierre Frédéric, qui a été blessé donc d'une balle au niveau du bras. Il est pris en charge par les services de secours. Il est inconscient. On a une deuxième victime qui, cette fois-ci, est de sexe féminin, qui, elle, se trouve au niveau de l'atelier. Une femme, morte au volant de la dépanneuse. On apprend tout de suite qu'elle est décédée des suites de ses blessures, parce qu'elle a reçu plusieurs projectiles, dont une balle au niveau de la tempe gauche. C'est Madame Virginie Manéché. Une employée du garage, qui vivait d'ailleurs dans un appartement au-dessus du garage depuis quelques semaines. Virginie Manché, la mécanicienne. Une femme de 33 ans, mère d'un garçon de 12 ans. Elle a eu aucune chance, vu les impacts de balles dans le pare-brise et derrière, il y a aussi la vitre conducteur qui a explosé. Les tirs ont été faits de très proche, c'était des tirs pour tuer, quoi. Et au fond de l'atelier, encore une victime. Il est inconscient, toujours vivant, mais on nous dit qu'il est transporté avec un pronostic vital engagé et qu'il y a très peu de chances en fait, qu'il survive à ses blessures. Un mort et 2 blessés graves. Mais pour le garagiste, il est déjà trop tard. Il a effectivement été victime, lui, d'un projectile au niveau du bras gauche qui malheureusement a traversé la cage thoracique et qui a engendré en fait une hémorragie interne. Frédéric Piard avait 32 ans, il était père d'une enfant de 2 ans. Alors que le seul survivant est évacué, les policiers découvrent un pistolet à ses pieds. On comprend que la personne qui est prise en compte par le SAMU, c'est l'auteur des tirs. Car un ami du garagiste a tout vu. Il explique qu'un homme est arrivé d'un pas déterminé, qu'il a tiré un premier coup de feu contre Monsieur Pierre et qu'ensuite il s'est dirigé vers la dépanneuse. Ensuite, il a tiré à plusieurs reprises à l'encontre de Madame Manéché avant de retourner l'arme contre lui.
Un double meurtre suivi d'une tentative de suicide. Les gendarmes remontent l'immatriculation d'une voiture inconnue garée devant le garage. L'identification de ce véhicule, en fait, nous a amené à Monsieur Manéché-Denis. Donc là, en fait, on a fait le lien entre le véhicule, Monsieur Manéché-Denis, qui avait du coup un lien de parenté avec sa fille. Denis Manché, 54 ans, le père de Virginie, la mécanicienne. Denis Manché est donc conduit au CHU de Rouen en hélicoptère. Ses jours sont en danger. Forcément, puisqu'il a reçu une balle dans la tête, il a un orifice d'entrée ici au niveau de la tempe, à droite. Il n'y a pas d'orifice de sortie, donc le projectile est toujours à l'intérieur de la boîte crânienne et il a été tiré par ce petit pistolet qu'on retrouve au sol à côté de lui. C'est un Browning en calibre 6,35. Évidemment, les gendarmes ne peuvent pas l'interroger puisqu'il est dans le coma. Et des analyses de son sang vont simplement révéler pour l'instant qu'il n'a ni consommé d'alcool, ni pris de produits stupéfiants. Mais est-ce qu'il a laissé quelque chose pour expliquer son geste? Une lettre, un message, non, quelque chose? Rien. Absolument rien, Rachid. Et le témoin qui a assisté à la scène raconte que cet homme est arrivé et qu'il n'a pas prononcé une seule parole avant de tirer sur ses deux victimes. Donc la question que se posent maintenant les gendarmes, c'est pourquoi est-ce qu'il a tiré sur sa fille, sur l'employeur de sa fille? Et ce sont leurs collègues gendarmes d'une brigade voisine qui vont leur apporter le début de la réponse. C'est dans ce garage de la zone industrielle de Gisors que le drame s'est déroulé mardi en fin de journée. Le tireur et Virginie Manché n'étaient pas inconnus des gendarmes. Ce qu'on va apprendre des enquêteurs de la brigade locale, en fait, cette jeune femme, elle était venue déjà à leur contact pour signaler qu'elle s'estimait en danger. Elle avait des craintes sur un passage à l'acte de Monsieur Manéché. Le vendredi, donc 3 ou 4 jours avant les faits, le permanent de sécurité a reçu un appel d'une dame se présentant comme Virginie Manéché qui s'inquiétait parce qu'elle était suivie par son père. Dans l'après-midi, il y a des patrouilles qui passent dans la zone où se trouve le garage Tenzo. Moi, personnellement, je vais faire une patrouille dans ce secteur, mais tant que j'arrive, je trouve personne. Ce 3 octobre 2014, quand Virginie Manché est venue trouver les gendarmes, elle a tenté de leur expliquer les liens qu'elle avait avec son père. Une histoire renversante. Elle explique la situation, son passif et son passé qui est assez lourd, en détaillant le fait qu'elle avait une relation incestueuse avec son père. Qu'elle vivait conjointement avec lui depuis une dizaine d'années. Nous, ce qu'on comprend au départ, c'est que c'est sa fille. Voilà. Et en même temps, on apprend assez rapidement que c'est sa compagne. Virginie Manché vivait en couple avec son père. Au départ, on se dit c'est pas possible, c'est pas pensable. En fait, on se dit mais dans quel film on est arrivé? Un film dont les gendarmes vont devoir remonter chaque séquence pour comprendre pourquoi Denis Manché a assassiné sa fille et le garagiste de Gisors avant de se tirer une balle dans la tête. C'est Betty, la sœur de Virginie, qui va aider les gendarmes à démêler les fils de cette histoire. Là, c'est la photo de la famille lambda. Voilà, parfaite. Mes parents, ma sœur et mes frères. Le bonheur, on est propre sur nous, on est unis. Virginie est née en 1981. C'était la fille aînée de Denis et Laurence Manché. Le couple a 5 enfants. Virginie, Betty, puis 2 garçons et une fille. Denis Manché est cadre commercial, sa femme, mère au foyer. La famille vit dans une grande maison à Cuise-la-Motte,
en bordure de la forêt de Compiègne. Et ils ont eu un coup de cœur, mais sur cette maison, mais une grande maison magnifique au milieu de la forêt. Un grand chalet là-haut. Voilà, on avait toujours les dernières grosses motos, l'avion, un ULM qu'il a construit lui-même. On était dans ce monde-là. C'est difficile d'expliquer ce qu'on vit quand on a des photos comme ça. Et c'est impossible pour l'extérieur de s'imaginer par rapport à l'image qu'on renvoie de ce qu'on peut vivre à côté. Derrière l'image d'une famille heureuse, une autre histoire se jouait dans l'intimité familiale. Celle d'un père qui avait truffé la maison de caméras et qui terrorisait ses enfants. Il a eu un regard pendant des années qui parlait de mort. On ne peut pas bouger un cil, quoi. Sinon, on est par terre, quoi. Au départ, c'est les coups de poing, le martinet. Et, après, c'est des heures à genoux. On ne pouvait pas bouger. Et c'était déjà suffisamment douloureux de passer sa journée sur le carrelage à genoux pendant 8 heures. Se réfugier aux toilettes, mettre du papier toilette sur les genoux pour avoir un appui. On va faire pipi avant parce qu'il savait très bien qu'on allait se faire pipi dessus tellement ça allait être violent. Donc quand il nous dit qui dit va pisser, on a compris. Des humiliations, des coups et pire. Les deux petits frères abandonnés dans un cabanon au fond du jardin. Déjà, ils étaient battus. Puis on les voyait pas, donc... On les voyait pas, ils étaient à l'abandon total. C'était des jeunes petits garçons qui, de leur chalet, voyaient leurs copains aller à la pêche à l'étang au bout de la rue. On a tellement peur de Denis. On a tellement peur de mon père. Si ça venait à ses oreilles qu'on parle, on prendrait perpète à la maison. La mère aussi se tait. Pire, quand une institutrice s'étonne des bleus sur le corps de ses enfants, Laurence Manché n'hésite pas à couvrir son mari. Ma mère est convoquée. Elle expliquera que je suis une bagarreuse, que je m'entends pas avec mes frères. Vous voyez bien, à l'école, elle est bagarreuse aussi. Et il n'y aura jamais de suite. On est prise au piège. C'est un monde sectaire. Il y a tout qui se mélange. Les sentiments, l'espoir, la peur. On rêve d'avoir des parents, donc on s'accroche, même s'ils sont différents, on s'accroche. On avait toujours cet espoir que les choses changent. Les années passent, Denis Manché ne change pas. À l'adolescence, Betty fugue, mais revient toujours. Jusqu'à ce qu'elle prenne, à 18 ans, une décision qui va bouleverser la vie de la famille Manché. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Je reviendrai plus. Je suis repartie. Voilà, je vais aller à la gendarmerie. Je me suis dit, ils vont me sauver. Ils vont les sauver, c'est fini. On va enfin pouvoir vivre. 12 ans avant le drame, Betty Manché est donc allée voir les gendarmes pour dénoncer son père. Et elle a tout déballé. Les coups, les punitions sadiques, le harcèlement moral, et pire encore. 10 ans de calvaire. C'est ce récit terrifiant de 2002 que les gendarmes de 2014 vont continuer à feuilleter. Ébahis. Je vais juste expliquer ce que je vis comme une enfant normale. Et expliquer ce qui se passe. Alors moi, je comprends pas que ça va être une histoire de fou ce que je vais évoquer en fait. Une histoire dont Betty révèle les pans les plus intimes. Alors, j'avais 8 ans. C'était le dimanche après-midi. Il n'y avait plus que ma sœur et moi dans la maison. Et mon père est venu me chercher dans la cuisine. Il m'a monté dans sa chambre. Je savais pas ce qui m'attendait, je n'avais pas fait de bêtises. Et je suis dans une chambre noire.
La chose que je me souviens, c'est juste qu'il me déshabille et que je suis dans son lit. Et je suis pas bien. Je sais pas ce que je vis, mais je suis pas bien. Betty vient de subir son premier abus. Virginie, sa sœur, a tout de suite compris. T'as fait quoi cet après-midi? Je t'ai cherché partout. Oh, je dis rien. Elle me fait si, je t'ai cherché partout. Elle me dit, je t'ai vu, t'étais dans le lit de papa. Et elle me dit, on va attendre maman. Il était 16h30 quand ma mère est rentrée. Et elle lui a dit, ce que papa il me fait, il le fait aussi à Betty. Je trouvais juste que ce que j'ai vu, moi, Virginie, elle l'a vécu aussi. Donc c'est la seule chose que je comprends, c'est que je me sens moins mal. On s'attend à ce qu'elle crie, peut-être. Il se passera rien. Ma mère ne réagira à rien. C'est quelque chose qui restera dans le silence. Dans son audition, Betty a raconté son calvaire d'enfant abusé. C'était souvent le soir. Il arrivait dans ma chambre et me demandait de faire ce qu'il voulait, déclare-t-elle. Des actes de fellation, des pénétrations vaginales et anales. Je vais tomber enceinte de mon père 3 fois. Je vais subir 3 avortements que ma mère va organiser dans 3 hôpitaux différents. Et 3 fois, je suis une fille facile qui fait le mur et qui couche partout. Betty avait 13 ans lors du premier avortement organisé par sa mère. On vous explique que vous allez saigner, qu'il faut surveiller que le bébé s'en va, que ça va être noir. Moi, j'ai mal au ventre. Et la mère à côté de moi me prend pas dans ses bras. Ça m'aurait aidé quand même. Dix ans plus tard, Betty a donc porté plainte contre son père pour les viols et les violences, mais aussi contre sa mère, qui n'a pas dénoncé son mari. Il faut faire vite parce qu'ils vont partir. Ils avaient déjà mis la maison en vente, ils sont en train de se barrer. Je suis à la gendarmerie, écoutez, ils sont en train de partir, regardez, c'est ma maison, ils sont en train de partir. En avril 2002, 1 mois après la plainte de Betty, les gendarmes sont allés chercher son père, sa mère et sa sœur Virginie. Denis et Laurence Manché ont été placés en garde à vue, tandis que Virginie a été entendue comme témoin. Premier interrogé, le père abuseur. Il assume, il dit j'ai eu tort, j'aurais pas dû faire ça, etc. C'était une erreur, mais en même temps, j'ai pas l'impression que mes filles m'en tiennent rigueur, mais en même temps, j'aurais pas dû le faire. Il ne conteste jamais la matérialité des faits. Du bout des lèvres, Denis Manché a reconnu les abus sexuels. Dans un bureau voisin, sa femme Laurence parle aussi. Je sens une espèce de soulagement, en fait. Que tout s'arrête aussi. Elle est très rapidement dans la pleine conscience de ce que tout ça était impossible, enfin, ne devait pas continuer, n'était pas bien, des délits commis, de sa responsabilité, enfin voilà. Laurence Manché n'a pourtant pas tout dit aux gendarmes. Alors ce sont ses filles qui s'en sont chargées, sans état d'âme. Elles portent des accusations très claires contre leur mère sur la participation active, dans le sens où elle les envoyait dans le lit du père. Quand monsieur Manochet montait et qui disait « tu m'envoies Virginie ou tu m'envoies Betty », madame le faisait, elle le reconnaît. Virginie a raconté le premier viol à l'initiative de la mère. Elle a dit quand ma mère est venue me chercher dans mon lit, ma mère est venue me chercher dans mon lit pour me mettre dans le lit de mon père et de m'expliquer comment on devait faire une fellation et ceci et cela,
Je n'ai pas manifesté un désaccord, mais je ne peux pas vous dire que ça me convenait. Bon, que ça me plaisait. Je savais que lorsque nous étions en bas et que ma mère me demandait de monter voir mon père, cela voulait dire que je devais aller faire l'amour à mon père, raconte Virginie. Je montais toujours sans rien dire. Et progressivement, dit-elle, je suis tombée amoureuse de mon père. Plus ça va et plus on en découvre au fur et à mesure des auditions des uns et des autres. C'est impossible que tout ça soit réuni dans un même dossier, en fait, et dans une même famille. Face aux gendarmes, Virginie a brisé le tabou. Oui, elle vit en couple avec son père depuis des années. C'est une relation incestueuse puisque c'est père-fille. Une relation incestueuse au sens étymologique du terme. Mais c'est maintenant une vie d'un couple à deux. Majeur, consentant, père, fille, frère, sœur, il n'y a rien à dire. Un couple incestueux au vu et au su de toute la famille Manché, avec l'accord de Laurence. Mais les gendarmes n'ont pas fini de tomber de leur chaise. Virginie leur réservait une autre surprise. Un enfant qu'elle a eu avec son père. Un fils né quelques mois plus tôt, alors qu'elle avait 21 ans. Elle va accoucher de son fils peut-être 2 mois avant, là, dont Denis Manché était père, évidemment. Ça pouvait déplaire, ça pouvait surprendre, ça pouvait... Voilà, mais c'était ainsi. On peut imaginer à quel point cette famille dysfonctionne, mais où tout doit paraître normal, en fait. Et même la naissance d'un enfant pour la fille, alors que c'est l'enfant de son père, quoi. L'audition terminée, Denis Manché a été présenté à un juge d'instruction, tandis que Virginie s'est vue retirer la garde de son fils. Une décision dont elle a rendu sa sœur responsable. Mais elle est dans un état. Elle pleure. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as retiré mon bébé. Tu te rends pas compte? Tu as brisé ma vie. Il faut que tu dises que tout ce qu'on a vécu, c'est pas vrai. Il faut que je récupère mon enfant. Et qu'on lui retire son bébé, ça, je l'avais pas prédit, quoi. Bah, je délivre personne, en fait. Je casse tout. Dominique, en 2002, au moment où l'affaire a été révélée, Betty et Virginie étaient déjà majeures. Elles avaient respectivement 19 et 21 ans. Ce qui veut dire que Virginie avait le droit de vivre avec son père. Rien ne l'interdit dans le code pénal. Le code pénal n'interdit pas les relations sexuelles entre un père et sa fille majeure. Hein. En revanche, le code civil interdit leur union. C'est l'article 161 qui dit que, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même lignée. La justice doit donc établir à quel âge ont commencé les premiers rapports, et c'est là qu'elle peut intervenir. Oui. Denis Manché a-t-il eu des relations sexuelles avec ses filles avant l'âge de 15 ans? Si oui, ce sont des viols. La loi dit que lorsqu'un mineur de 15 ans... Oui, ça veut dire moins de 15 ans. Ça veut dire moins de 15 ans, a des rapports sexuels avec un parent, la question de son consentement ne se pose même pas, c'est un viol. En revanche, au-dessus de 15 ans, la loi dit qu'on est en âge d'exprimer un consentement. Oui, enfin, disait, parce que la loi a changé en 2021. Oui, depuis cette date, il ne peut pas y avoir de consentement en cas d'inceste en dessous de 18 ans. Et l'inceste, c'est une relation sexuelle avec un parent, père ou mère, mais ça peut aussi être une relation sexuelle avec un conjoint ou un concubin de ses parents. Et alors, les premières relations entre Denis Manché et ses filles, ça a commencé quand? Betty dit qu'elle a été abusée à partir de l'âge de 8 ans. Je vous rappelle qu'elle subit sa première IVG à 13 ans et demi. Virginie dit à sa sœur Betty qu'elle a été abusée, elle, à partir de l'âge de 6 ans. Mais elle donne une autre version aux gendarmes. Elle dit à partir de 14 ans. Le père dit, lui, 14-15 ans et la mère dit 13-14 ans. De toute façon, Rachid, dans tous les cas de figure,
on est en dessous de 15 ans. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est qu'à l'époque, l'inceste n'est pas une infraction. Ça n'existe pas dans le code pénal. Oui, absolument. Ce qui constituait une infraction, c'était l'abus sexuel sur mineur. Et la peine était aggravée quand le majeur avait une autorité sur le mineur. Finalement, l'inceste n'était qu'une circonstance aggravante des agressions sexuelles et des viols. Denis Manchet a donc été mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans, violence sur ses enfants et incarcéré. Sa femme, mise en examen pour non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de crime, a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Mais un incroyable retournement de situation est venu rebattre toutes les cartes. « 48 heures après, mon père va écrire au juge en expliquant que ma mère était complice. Et que ma mère avait eu des relations avec ses filles et lui. » Denis Manchet ne veut pas tomber tout seul, alors il dénonce sa femme. La gendarmerie me convoque. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ça a été terrible parce que, fin de compte, c'est une cassure. C'est un traumatisme et voilà, mais je pouvais pas en blanchir plus l'un que l'autre. Il y a eu une relation où la madame était dans le lit. Et pour le coup, elle n'a pas seulement vu sa fille monter. Elle a été là et elle l'a assistée et elle a fait ce que lui a demandé son mari. Alors elle dit oui, mais j'étais plus ou moins forcée. Madame Betty va dire, elle poussait des glapissements pendant les relations sexuelles qu'on avait à 3 ou à 4 et elle jouissait comme une folle. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte n'importe quoi. Je pense qu'elle est piégée. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'était quelque chose de tellement installé dans cette famille. Elle était tellement empêtrée dans cette vie-là que je pense à ce moment-là, le mot piège, il est tout à fait adapté. Mise en examen pour viol sur mineur, Laurence Manchet n'échappe pas à la prison. Ses 3 enfants mineurs sont placés. Tandis que Virginie se bat pour récupérer son bébé, Betty commence à respirer. À 19 ans, elle rencontre son futur mari et accouche de son premier enfant. Elle se croit à l'abri. Mais c'est sans compter sur un Denis Manchet dont l'emprise sur sa famille franchit vite les murs de sa prison. Il avait réussi en prison à donner l'ordre à Virginie de ne pas m'adresser la parole. J'avais pas le droit d'avoir son adresse, j'avais pas le droit de voir le petit. Malheureusement, il va falloir que je choisisse entre la vie que je veux pour tout le monde et la vie que ma sœur veut en tant que maman. Si je veux pas la perdre. Donc je vais aller dans le vœu de ma sœur de récupérer son enfant et de parjurer. C'est tout ce que j'ai, tout ce qui me reste. Donc j'ai que ma sœur, je ferai tout pour elle. Si Betty veut revoir Virginie et son bébé, il faut qu'elle revienne sur son témoignage. Alors en février 2003, près d'1 an après sa plainte, elle écrit, elle aussi, au juge d'instruction. Donc il a fallu que j'écrive « Je retire ma plainte, papa, j'étais amoureuse de toi. J'étais consentante, tu n'as rien fait, c'est notre faute, j'étais jalouse de Virginie, c'est moi qui t'ai demandé, voilà. » Monsieur Banechier, du fond de sa cellule compiègnoise, arrive à de nouveau manipuler, notamment Betty, qui porte quand même le poids d'une culpabilité très importante. Et il va réussir en quelques semaines à faire en sorte que ça redysfonctionne. C'est ça, en fait. C'est le retour à la vie comme avant. On ne pourrait pas s'échapper de Denis Manchet.
N'importe où il sera dans notre tête. Donc, c'est un chef, c'est un gourou, il est dans une secte, et c'est pas parce qu'il est derrière une prison qu'on s'en sort. Betty est toujours sous l'emprise de son père. Et son revirement affaiblit le dossier. 10 mois plus tard, le 30 décembre 2003, contre toute attente, Denis Manché est libéré. Il retrouve Virginie, mais aussi ses fils et Betty, alors que la justice lui a interdit d'entrer en contact avec ses victimes. Il a repris son rôle de patriarche. Virginie va reprendre un appartement, il va vivre avec elle. Il n'y aura jamais de vérification. Pas de suivi psychologique imposé par la justice, pas de vérification sur l'interdiction de nous approcher, des fausses attestations de suivi psychologique non vérifiées. Ils n'avaient qu'à pointer à la gendarmerie, terminé. Et la première réaction qu'a eu notamment Denis Manouchier une fois qu'il a été dehors, ça a été d'envoyer un signal à chacun de ses enfants en leur disant « Vous voyez, moi je suis plus fort que la justice, je suis plus fort que tout. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, vous ne m'échapperez jamais parce que je suis le plus fort et que personne ne m'attrapera jamais. » Denis Manché revient vivre dans l'Oise avec sa fille et monte un garage avec elle. Dans le même temps, Virginie récupère la garde de son fils. Un fils dont elle est à la fois la mère et la sœur, et Denis Manché, le père et le grand-père. Il appellera toujours papa, mais il ne saura rien. Il ne saura pas la génétique. Moi, j'avais une condition, il fallait que j'appelle mon père Denis devant lui et que mes enfants l'appellent tonton. Au milieu de ce chaos, Virginie tente de faire comme si tout était normal. Son titi, par contre, on voyait qu'il y avait cette magie qu'on n'a pas eu nous, mais il y avait cette magie, cette façon d'en parler, les sourires qu'on n'a jamais vus de sa sœur. Il y avait cette harmonie parentale pour le petit. Une famille harmonieuse donc, sauf pour Betty. Début janvier 2004, sa mère Laurence Manché est à son tour libérée. 3 jours après son mari. Le jour où elle sort, elle m'appelle. Betty, je vais sortir. Moi, je vais au Gamme Vert du coin, chercher une fleur. Et je l'attends. Je la reverrai jamais. Elle ne viendra pas découvrir mon premier enfant. J'étais enceinte de mon deuxième petit garçon. Je lui écrivais tous les jours en prison. J'écrivais tous les jours à mon père. En espérant qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'en étais là quand même. Et je la reverrai jamais plus. Elle m'a renié. Le procès de Denis et Laurence a été audiencé en 2011. On est 9 ans après la plainte de Betty. Mais pourquoi un tel délai ? D'abord, Rachid, parce que l'instruction a duré 4 ans. Ce n'est pas un délai déraisonnable, mais c'est 4 années. Le juge a rendu son ordonnance de mise en accusation qui renvoie le couple Manché devant la cour d'assises en 2007. L'affaire aurait pu être jugée l'année suivante ou celle d'après, mais la justice préfère juger les prévenus qui sont en détention en priorité. C'est bien normal. Or, le couple Manché a été laissé en liberté. Voilà pourquoi il n'y a pas vraiment d'urgence à les juger. Et voilà pourquoi l'affaire sera audiencée en 2011 seulement. Alors l'autre particularité de ce dossier, c'est qu'au moment du procès, Virginie vivait toujours avec son père. Oui, judiciairement, la victime vit avec son violeur. Et puis, ça n'est plus la petite fille qui vient témoigner devant les assises. C'est une femme. C'est une femme qui fait le choix de défendre celui qui est à la fois l'accusé, son père et son conjoint. Les accusés comparaissent libres. Ils sont renvoyés finalement pour viol et complicité de viol. Ils encourent quelle peine ? Alors, viol sur mineur de 15 ans par ascendant, c'est 20 ans encourus. Et le procès s'ouvre le 11 mai 2011 devant le tribunal de Beauvais à huis clos. Le patriarche sûr de lui n'existe pas. Lui, il était comme un enfant, les mains en bas et la tête baissée. Denis Manché fait profil bas et raconte tout de suite un premier mensonge à la cour.
Virginie et lui, c'est du passé. Voilà, on a vécu une liaison incestueuse. On y a mis un terme, parce que c'est pas bien, faut pas le faire. Elle vit de son côté, et moi, je vis du mien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une fable pour faire bonne figure auprès de la cour, ne pas choquer les jurés. Mais surtout, Denis Manchet veut les convaincre qu'il n'a pas violé ses filles. Il sait qu'il peut compter sur elle pour le défendre, en particulier sur Betty. Qu'est-ce que je fais, moi, 7 ans après? Je brise la famille que Virginie, elle a créée dans son cocon familial. Encore une fois, je vais pas recasser ça. Il n'y a pas de partie civile à cette audience. Il n'y a pas de positionnement de partie civile. Il y a des parties civiles qui viennent et qui défendent leur père. La question fatidique était la question des âges. Il fallait absolument faire sauter que j'ai vécu l'inceste à 8 ans. Donc il a fallu monter un scénario sur un événement qui s'était produit en France, qui avait marqué tous les esprits, la tempête de 99. En 99, j'ai 15 ans. La tempête de 1999, une date qui a frappé toutes les mémoires, pour faire avaler à la cour un deuxième mensonge. Donc faut que j'explique que lors de la tempête, la cheminée du voisin qui était tombée, j'ai eu envie de coucher avec mon père ce jour-là. Invraisemblable. Mais la stratégie de la défense, c'est de faire croire que les filles avaient plus de 15 ans lors des premières relations sexuelles. Ils sont tous d'accord. Ce qu'on aurait pu nous faire reproche, c'est de faire changer d'avis. En disant, il y a eu une pression d'un avocat ou des avocats qui ont fait changer d'avis. Mais pourquoi voulez-vous que l'avocat de Denis Manchet fasse changer d'avis Betty, qui depuis 10 ans va toujours dans le sens de son père, voyons? Ben, je me dégoûte en fait, parce que moi, je vous dis, c'est 7 ans après, je suis déjà une maman, donc je me ressalis pour reblanchir un coupable. Elle ne pouvait pas faire autrement. C'était encore une fois remettre en cause tout ce sur quoi elles s'étaient construites. C'était venir dire qu'elles avaient grandi dans du mensonge, qu'elles avaient grandi dans un monde qui s'effondrait, qui s'émiettait. Enfin, c'était insupportable pour elles. À côté de Denis Manchet, Laurence avale des couleuvres. Elle entend bien remettre les pendules à l'heure sur ses prétendus 15 ans. Elle reste sur les premières révélations de Betty. Elle va dire qu'elle est beaucoup plus jeune que ça. Alors, puis il y a quand même des éléments dans le dossier. Hein. Les IVG, c'était avant 99. Hein. Enfin, voilà. Donc, comment y croire? Laurence Manchet va payer très cher sa trahison. Ces deux filles, à l'audience, elle la crucifie. Elle se fait crucifier par ces filles. En disant, lui, ça n'a pas été très bien ce qu'il a fait. Mais toi, maman, mais c'est bien pire, hein? C'est bien pire ce que t'as fait. Tu nous as pas défendus, tu nous as pas protégés. Les filles, elles l'accusent de plusieurs relations sexuelles, elles vont rajouter, et elles vont oublier finalement de dire que le principal coupable, c'est quand même celui qui les viole. Les filles ont secouru Denis Manchet au-delà de ses espérances. Au bout de 3 jours d'audience, sa défense plaide l'erreur d'un père qui ne recommencera plus. Ce qui compte, c'est l'avenir. Si vous voulez. On ne va pas réécrire le passé. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce qu'elle avait 13 ans et demi, 14 ans? Est-ce que c'était le jour de son anniversaire? Non. C'est fini. Game over. Le délibéré est court, moins de 5 heures. Mais la cour n'a pas cru à cette histoire de tempête et condamne Denis Manchet pour viol à 8 ans de prison. Laurence à 5 pour complicité. Denis Manchet fait appel. Lui et Laurence ressortent libres du palais de justice. Ce qui est marquant, c'est que personne ne retourne en prison, quoi. Parce que dans un dossier comme celui-là, ma cliente, elle s'attendait à repartir en prison. Et elle aurait trouvé normal de repartir en prison. C'est fini, je veux dire, nous, on sera obligés de vivre avec Denis Manchet toute notre vie sur notre tête. Parce que là, le tribunal a écouté les jeunes filles. Le procès en appel a lieu à Amiens. Betty
soutient toujours son père aux côtés de Virginie. Et les deux sœurs sont prêtes à tout pour faire acquitter leur père. Pour cela, il leur faut un avocat de poids. Ce sera un vieil ami d'Hubert Delarue, Éric Dupond-Moretti. J'y vais avec ma sœur à Lille. Ça s'est passé rapidement. Voilà où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'il dit Bébert? Je vais l'appeler. Donc notre avocat nous demande ce que dit l'avocat de mon père. Bébert, Hubert Delarue. On n'est pas adversaire. On n'est pas adversaire pour la raison simple, c'est qu'il est mandaté par les deux filles, Betty et Virginie, pour venir faire acquitter Denis Manché, voyons. Éric Dupond-Moretti en partie civile. Dans le même temps, Hubert Delarue est rejoint par un autre poids lourd de la défense, Franck Berton. Des ténors, le gratin du barreau français. 7 ans plus tôt, le trio a obtenu plusieurs acquittements lors du retentissant procès d'Outreau. À quelques jours du procès d'Amiens, les filles, leur père et leurs avocats s'interrogent. Faut-il, comme à Beauvais, garder la liaison incestueuse secrète? Denis me dit, bon, écoutez, maintenant c'est très clair. Bon, on change. On revendique. D'accord? On revendique qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble, qu'on s'aime, qu'on a un enfant, qu'on en a rien à foutre du tiers comme du quart de leur histoire, que de toutes les façons, l'inceste, c'est pas un crime, c'est pas un délit. Changement de braquet. La défense de Denis Manché fait un tour à 180 degrés et plaidera un concept inédit en cour d'assises, l'inceste consenti. Et elle l'annonce haut et fort. Moi, je ne suis pas le procureur de mon client. Je ne suis pas le censeur de celui que je défends. Et je ne suis pas le moraliste de celui que je défends. Voilà. Et la morale doit rester à la porte du prétoire. Au palais de justice d'Amiens, le père et la fille se présentent donc main dans la main. Mon père arrive, Virginie est à côté de lui, moi je suis à côté de ma sœur. J'ai un de mes frères présents, le père de ma fille, puis ma mère qui arrive de son côté avec ses amis et son avocate. On était seuls contre le reste du monde. Jusqu'au dernier moment, on me dit « T'es sûr quand même? T'es sûr que tu veux pas y aller avec nous ?» Parce que quand même, on a du lourd là quand même. Voilà, c'est... toi la petite avocate de Compiègne là, on est quand même là quoi. Le procès se tient à huis clos, sans journaliste. Dans la salle d'audience, Virginie assume son positionnement, tout en essayant de ne pas choquer. Quand on lui a demandé pourquoi elle défendait son père, Virginie, elle a dit « parce que je l'aime ». Et on lui a demandé « on n'entend pas, vous pouvez répéter ?» Et il a dû faire fort, Virginie a dit « parce que je l'aime ». Une fille amoureuse de son père? L'expert psychologue, lui, n'y croit pas. Il n'y a jamais de consentement à l'inceste, mais on peut le croire. Elle aime Denis, elle aime le personnage qu'il a composé, je pense que c'est sincère de sa part, mais c'est une illusion sincère. Elle pensait que la situation qu'elle vivait avec son père était une situation normale, et qu'elle était normalement amoureuse de cet homme-là. Mais parce qu'elle n'en a pas connu d'autres. Elle n'en a jamais connu d'autres. Et elle n'a jamais pu, puisqu'il la surveillait 24 heures sur 24. Une déposition à charge pour Denis Manché, que son avocat va tenter de retourner au profit de son client en soumettant l'expert à un feu de questions. Alors, finalement, on est dans une relation incestueuse. Bon, d'accord, oui, tout à fait. Oui, mais enfin, en même temps, vous voyez qu'il y a une relation vraiment très forte entre Virginie et Denis Manché. Enfin, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire, monsieur l'expert? Les questions vont dans le sens de tenter de dire, mais est-ce que finalement, c'est pas acceptable? Est-ce que finalement, c'est pas normal? En clair, est-ce qu'il n'y aurait pas des incestes heureux? Effectivement, dans mon expertise, Denis explique que ses filles étaient heureuses. Et Virginie, dans ses dépositions, se déclare amoureuse de son père.
c'est une forme de bonheur, très bien. J'ai fini par dire, écoutez, puisqu'il se déclare heureux, qu'est-ce que vous voulez ? C'est subjectif, le bonheur. Mais ça a permis à l'avocat simplement de conclure ces questions en disant donc vous êtes d'accord, il y a des incestes heureux. C'est peut-être ça, oui. Des incestes heureux. Ah bon, merci, monsieur l'expert. Vous avez des questions ? Pas de questions. L'expert est tombé dans le piège tendu par la défense. Il signe le droit à l'inceste. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Denis Manché ? Parce qu'il a été limite victime de l'amour de ses filles. On n'est plus rien. Ça a tellement choqué ce terme d'inceste heureux qui a été qu'un infime moment. C'était une tête d'épingle dans une botte de foin, cette parole de l'expert. La stratégie de la défense a fait mouche. Denis Manché voit sa peine allégée à 5 ans de prison, Laurence à 3, au détriment des victimes. Est-ce qu'on a évoqué au procès qui est Denis Manché ? Non. C'était le procès des filles consentantes. C'était pas le procès de l'inceste. Et parce qu'on l'a voulu comme ça. Moi, j'aurais tout fait pour ma sœur. Alors, c'est pas bien. Faut comprendre que c'est de l'emprise et de la terreur de 20 ans. On n'a pas eu le choix. Écœurée, Betty Manché coupe les ponts avec Denis et Virginie. Tandis que son père et sa sœur reprennent leur vie, comme avant. Mais le verdict d'Amiens a donné des ailes à Denis Manché. Il accepte même de rencontrer une journaliste avec Virginie. Le message transmis après ce procès, voilà, pour lui, c'est une victoire totale. Parce qu'en fait, il vit avec sa fille et on lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il avait envie de voir un journaliste pour que ce journaliste dise, bon, ben voilà, peut-être que l'inceste consenti existe. Donc c'était pour ça qu'il me voyait. Denis Manché et Virginie lui ont donné rendez-vous dans un restaurant de Compiègne. Vraiment, je pense que c'est l'entretien de toute ma carrière qui était le plus dérangeant. En gros, ils disent que c'est la faute de la mère, que c'est la mère qui l'a quasiment forcé à coucher avec ses filles. En tout cas, c'est vraiment ça qu'ils me disent. Évidemment, il faut quand même trouver un responsable, un coupable dans cette affaire. Donc, pour eux, c'est la mère. Et donc, dans cette espèce de chamboulement des responsabilités, lui, qui est l'agresseur, lui qui a violé ses filles depuis l'enfance, en fait, lui devient, en fait, victime de ses sentiments, victime de ces femmes qui l'entourent, victime, voilà. Mais la journaliste ne se laisse pas influencer. Je pense qu'ils imaginaient que j'allais juste leur donner la parole, faire une espèce d'interview et qui pourrait justifier. Et donc le fait que dans l'article je déconstruise ça et que voilà, je raconte, ils ont eu l'impression que je les avais trahis. Voilà donc le dossier que les gendarmes de Gisors ont découvert en octobre 2014, au moment du double meurtre du garage Tenzo. C'est maintenant à eux de trouver comment Manché est passé de cet inceste heureux à ce crime de sang. Juillet 2014, 4 mois avant les meurtres. Virginie, c'est une femme qui travaillait super bien. C'était la meilleure mécanicienne qu'il avait dans son garage. Frédéric Piard avait embauché Virginie Manché quelques mois plus tôt dans son garage de Gisors. À 33 ans, c'était la première fois de sa vie qu'elle bossait seule, sans Denis sur le dos. Pour elle, c'était une certaine forme d'indépendance et d'indépendance financière. Et l'opportunité pour elle d'aller travailler au garage Tenzo, c'était de retrouver une certaine forme de vie sociale qu'elle n'avait pas auparavant. Des collègues, de nouvelles relations qui ne savaient rien de la vie privée de Virginie. Juste qu'elle avait un compagnon un peu
possessif. Elle ne peut qu'aller travailler, s'occuper de son fils pour l'emmener à l'école, aller faire les courses. En dehors de ça, elle n'a pas l'opportunité de sortir avec des amis. Embrigadée à la maison, mais libre au travail, Virginie finit par ouvrir les yeux. D'autant plus qu'à cette époque, son fils de 12 ans découvre le secret de sa naissance. Son père est aussi son grand-père. C'est la plus jeune des sœurs, en fait, qui explique à son neveu qu'ils ont tous les deux le même père. Elle s'est retrouvée entre le marteau et l'enclume. Et son fils qui lui disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, que tu restes avec cet homme, enfin, qui est ton père, enfin, tout ça n'a pas de sens. Elle a dû choisir. Et il lui a peut-être demandé de choisir. Rester ou quitter Denis. À l'été 2014, à 33 ans, Virginie se défait de l'emprise de son père. Dans le plus grand secret, elle contacte une association d'aide aux femmes. Virginie est apparue comme, mais vraiment une petite chose fragile. C'était un petit bout de femme qui était complètement paumée, en fait. Voilà, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était partir. Ne plus se retrouver dans ce cheminement, dans ce mécanisme, qui finalement lui a aussi fait beaucoup de mal. Donc cette envie de ne pas revivre ce qu'elle avait vécu des années auparavant. Virginie fait un choix irrévocable. Quand il a fallu organiser son départ, tout a été prémédité mais masqué, de telle manière à ce qu'il ne puisse pas se douter de quoi que ce soit, à ce qu'il ne puisse se rendre compte de rien. Moi, je tentais de la contacter toujours en numéro privé. Si j'arrivais pas à la joindre, j'insistais pas, je laissais pas de message. Et c'est elle qui me rappelait ou on s'envoyait un texto. Les valises de Virginie et de son fils sont prêtes. Le 8 septembre 2014, le téléphone sonne. On a un appel nous indiquant qu'il y a une chambre d'hôtel dans un hôtel un petit peu plus loin. Et bon, là, c'est 5 minutes de soulagement, en disant c'est bon, on va souffler. Et je me souviens, elle m'a regardée, elle me dit mais je sais pas comment on fait, comment on va à l'hôtel, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Bon, c'est pas grave, on va y aller ensemble. C'est la première chose qu'elle a faite. Elle a détruit sa carte SIM pour pouvoir être tranquille et ne pas être repérée par rapport à ça. Elle souhaitait pas non plus que la directrice de l'école soit informée de sa nouvelle adresse. Donc elle était quand même assez sur ses gardes, assez méfiante. Sur le conseil de l'association, Virginie se met en arrêt maladie et quitte momentanément le garage. Car Denis est à ses trousses. Il essaye d'avoir des renseignements partout. Il surveille. C'est le processus criminel qui se met en place. Il a perdu son objet, il le cherche. Voilà. Quand je le revois, il est démonté. Virginie est partie. J'ai dit, mais tu sais, il faut bien qu'elle fasse sa vie. Du coup, il repart. C'est des SMS le soir. C'est toi que j'aurais dû choisir. Il me téléphone tout le temps. Il est devant la maison. Il était trop revenu d'un seul coup dans tout. Il a mon numéro de portable, mon adresse de domicile, il a tout. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce qui m'attend? S'il la retrouve pas, c'est moi qui va prendre. La fuite de Virginie est un long périple. Au bout d'une semaine, elle doit déjà quitter l'hôtel. A dit à mon fils, tiens, je vais me retrouver dehors. Tu peux me trouver quelque chose à me loger. Mon fils, il dit, écoute, là-haut, il y a 2 pièces. Tu prends les 2 pièces, tu peux habiter. Il a juste fait preuve de générosité. Il a vu quelqu'un qui était dans une situation vraiment compliquée. C'est la main tendue. C'est la main tendue. Tout simplement. Virginie revient donc au garage et finit par reprendre son travail de mécanicienne, à l'affût du moindre visiteur. Mais dès qu'elle entendait une voiture entrer dans la cour du garage, à se planquer derrière les voitures. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis une fois, je lui ai demandé, pourquoi tu te caches? Elle me dit, j'ai peur. L'intuition de Virginie est juste. Le 3 octobre, quelques semaines après sa fuite, elle aperçoit Denis dans sa voiture, derrière elle. C'était panique à bord, et voilà.
Il m'a retrouvée, je suis sûre, il est là, il m'a retrouvée, ça va pas, qu'est-ce que je fais ? Et c'est de là qu'elle se réfugie à la gendarmerie de Gisors. Et elle explique qu'elle est suivie, qu'elle est épiée et qu'elle a peur pour sa vie. Mais Denis Manchet s'en tire à bon compte. Il n'y avait pas de menace de mort, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien d'injures ou d'insultes. Et en plus, après avoir vérifié, il n'y avait pas de contrôle du judiciaire qui interdisait à son père d'entrer en contact avec elle. Malheureusement, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. À ce moment-là, je lui ai dit, vous bougez pas, vous restez cloîtrés tout le week-end, vous ne sortez pas, vous restez là et on laisse passer le week-end. Pendant 3 secondes, ça a été, allez, je la prends avec moi, je la ramène à la maison, au moins elle sera en sécurité. Virginie s'est barricadée chez elle tout le week-end. 4 jours plus tard, le 7 octobre 2014. Virginie termine sa journée de travail au garage Tenzo, pendant que son fils l'attend dans leur appartement, à l'étage. Frédéric Piard s'apprête à rentrer chez lui. Ni l'un, ni l'autre ne voit Denis Manchet, planqué dans sa voiture, de l'autre côté de la rue. Il surveille, il est muni d'éléments pour se déguiser, pour se travestir. Et qu'à un moment donné, il sort de la voiture. Il a un 635 approvisionné. À ce moment-là, Frédéric était à proximité. Il a dû le considérer comme un obstacle. Et c'est vrai que c'est terrible parce que ça s'est joué à 3 fois rien. Il n'hésite absolument pas à tuer Monsieur Piard. Et il n'hésite absolument pas à tuer Virginie. Et il la tue d'une balle dans la tête direct. C'est un crime de possession. C'est un crime de propriétaire. Denis Manchet, c'est sa compagne, c'est sa fille. Il en est le propriétaire. Elle ne peut pas vivre sans lui. Elle ne peut pas vivre. Elle n'a pas le droit de vivre sans lui. Elle n'a d'ailleurs jamais eu le droit de vivre sans lui. Voilà. Depuis qu'elle est toute petite. Denis Manchet se tire ensuite une balle dans la tête. Betty n'apprend le drame que le lendemain. J'ai pas de nouvelles et ça m'inquiète aussi de pas avoir de nouvelles. Je me dis de quoi il est capable, donc... Et les jours passent jusqu'à ce que j'ai un appel... J'ai un appel d'un cousin sur Messenger. Il a retrouvé Virginie. Je sais bon, je suis allée où ? Elle est où, Nini ? Il me dit, t'es pas au courant ? Je dis oui, ton père il l'a retrouvée, Virginie, il l'a tuée. Il n'est plus là, on est qui ? On est rien ? Moi je perds ma jambe, je perds mon cœur, j'ai une vie de famille. Je peux pas le laisser tout me broyer, mais je suis démontée. C'est mon gendre qui m'a appelé pour me dire que mon fils était décédé. Et après sa vie, la mienne, à tout prix. Tandis que Denis Manchet est entre la vie et la mort à l'hôpital, dehors, c'est l'heure des comptes. Qui des services sociaux, de la justice, de la gendarmerie a failli ? N'y avait-il pas moyen de protéger cette femme ? La justice est passée à côté de cette affaire. On a une chambre de l'instruction qui n'aurait jamais dû faire ressortir Monsieur Manchet. Parce que les circonstances, à l'époque de l'instruction, de l'état de l'instruction, et surtout, de la possibilité pour cet homme, et on le savait, de venir faire pression sur ceux qui étaient indiqués sur le papier comme étant les victimes dans ce dossier, il n'aurait jamais dû ressortir.
Un père abuseur libre et une justice qui n'a pas osé aller contre le soi-disant bonheur du couple incestueux. L'inceste heureux existe. Voilà, Denis Manochet et Virginie Manochet en sont l'illustration parfaite. Parce que c'est ça les articles de presse, c'est ça qui est vendu par le conseil de Denis Manochet. Et ben voilà comment ça se termine quelques années plus tard. Si je devais refaire la même chose, je referais la même chose. Mais évidemment, je ne changerais pas d'un centimètre, tout simplement parce que la première chose que je dois à celui que je défends, c'est d'être fidèle à celui que je défends. Moi, j'ai pas imaginé, j'ai pas pensé que les choses pouvaient se terminer de cette façon tragique, comment elles s'est terminée, mais je ne regrette absolument rien de ce que j'ai pu faire dans cette affaire. Pour Betty, à la douleur du deuil, vient s'ajouter la culpabilité de la survivante. Je m'en veux. Je me dis, tout était là en 2002, bordel. Pourquoi on a vécu tout ça? Parce que finalement, je suis la seule coupable de tout ça. J'ai pas appuyé sur la détente, mais pour moi, la justice, elle m'a un petit peu rendue coupable de ça. C'est super difficile. Et j'ai peur de mourir, moi, en fait. J'ai peur que ma souffrance l'emporte. Le principal responsable, tout de même, de ce qui s'est passé, c'est Denis Manochet. Celui qui a construit cette famille, celui qui a participé à sa destruction, et à sa destruction ultime, en tuant Virginie. C'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé, avant tout. Denis Manochet est sorti du coma et il sera jugé pour l'assassinat de Virginie et le meurtre de Frédéric Piard. Mais avant, le juge veut en savoir plus sur cet homme. Comment expliquer qu'il se soit rendu coupable de tous ces crimes? Son histoire commence dans le Pas-de-Calais. Il a une histoire familiale, déjà, une enfance extrêmement difficile, extrêmement perturbée. Sa mère avait 6 enfants, le père voulait en faire un 7e. Alors là, elle lui a dit, écoute, ça va, bon, c'est bien, on en reste là. Donc elle les a presque abandonnés. Elle est partie du jour au lendemain. Il lui a toujours voulu à sa mère d'avoir divorcé déjà de son père et de l'avoir abandonné. Après, il a atterri à 16-17 ans dans un foyer. Donc ça a été très difficile, ça a été très dur. Une enfance ballottée entre le foyer et des parents défaillants. Jusqu'au jour où Denis Manochet rencontre, à 17 ans, une autre accidentée de la vie, Laurence, sa future femme. Elle avait été confrontée, elle, dans son enfance et dans sa vie de famille, à un père un peu violent, un père avec un petit peu d'alcool. Voilà, c'est aussi comme ça qu'elle s'est construite, et certainement mal construite. Je pense qu'ils étaient tous les deux dans une très grande fragilité, dans une très grande vulnérabilité, et qu'ils n'étaient pas du tout, ni l'un ni l'autre, faits pour assumer une famille, une vie familiale, etc. Ils ont tout confondu, ils se sont mélangés les pinceaux à tous égards. Et puis les choses se sont embringuées les unes après les autres, etc. Et ils n'ont pas su arrêter la machine. Des coups, du harcèlement, des viols. Laurence a couvert et même participé au crime de Denis Manochet, en échange de sa carte bleue. L'argent qu'avait mon père lui permettait peut-être de vivre ses rêves. Peut-être que le fait qu'elle est conditionnée à ne pas avoir le droit de travailler, parce qu'elle n'avait pas le droit de travailler. Hein. Et elle perdait tout, et que cet enfermement, le fait d'être une maman qui bosse pas, de ne pas avoir de copine, il fallait, son seul moyen de sortie, c'était l'argent et de dépenser. En dépensant, elle se faisait plaisir et elle a sauvé les plaisirs de son bonhomme. Donc tout était un cercle pervers et vicieux, en fait. Un événement aurait pourtant pu briser l'alliance entre Denis et Laurence Manochet. Il s'est produit des années plus tôt, en 99. Betty avait à peine plus de 15 ans. Ce jour-là, la famille était réunie chez elle lorsque le père s'est brusquement absenté. Dimanche matin, il prend une échelle, il va dans notre grenier, il comprend pas ce qui se passe et on entend un gros boom. Et en fait, mon père se pendait.
Quand je suis montée l'escalier, il était qu'une corde, tout nu, j'appelle ma mère. J'y regarde et ma mère, elle bouge pas. Je vais chercher ma voisine. Et elle a coupé la sangle de mon père et les pompiers sont arrivés. La tentative de suicide de Manché, c'est tout sauf un simulacre. Il explique en disant « Je ne pouvais plus accepter cette façon d'être et cette façon de vivre, et je n'ai vu que comme seule issue que de mettre fin à mes jours. » Cet épisode dépressif n'a pourtant pas empêché Denis Manché de continuer à violer ses filles pendant des années. Jusqu'à ce que Virginie accepte de s'installer en couple avec lui et qu'il lui fasse un enfant. Avec la bénédiction d'une famille qui a perdu tout repère. Virginie va tomber enceinte. Ma mère va aller aux échographies. Ma mère va acheter la layette. Ma mère va poser la layette sur le ventre de Nini. Elle le considère comme un enfant de la famille. C'est clairement comme ça que je pense qu'il apparaît à ce moment-là, même pour les enfants Manouchian au complet, quoi. C'est un petit frère. Le dessein inconscient de Denis est bien de réorganiser la famille autour du couple qu'il forme avec Virginie, c'est-à-dire de faire avaliser par tout le monde que c'est un couple, que cet enfant, c'est la 10e merveille du monde, et que toute la famille doit se réorganiser autour de cet enfant, qui est un enfant de l'inceste. Un enfant qui appelle son grand-père « papa », mais avant tout, un fils adoré par sa mère. Il y a le choix qu'elle fait qu'on comprendra pas et puis que ça la regarde. Mais elle a su très bien en faire quelque chose de beau de cette vie-là. Ça a été sa force, son enfant, ça a été sa seule sortie de secours, mais ça a été toute sa force et la beauté de sa vie. Pendant toutes ces années, Virginie n'a vécu que pour son fils. Et c'est pour lui qu'elle s'est enfuie lorsque le secret de sa naissance a été révélé, provoquant la colère d'un homme qui n'a pas supporté d'être quitté. C'est pas un meurtre conjugal. Il tue sa fille parce qu'elle est redevenue sa fille. En le quittant, elle redevient sa fille. Il tue son enfant. Et il tue son enfant parce qu'elle est son enfant. Alors que pendant des années, ils ont vécu dans l'illusion qu'elle n'était plus sa fille. Et si elle redevient son enfant, il redevient le grand-père. Et il n'en veut pas. C'est un accusé muet que la cour d'assises d'Évreux découvre le 3 décembre 2018. Denis Manché encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a changé d'avocat. Je vois arriver ma fratrie que je vois plus. La famille unie d'un côté. Et moi de l'autre. J'ai plus Nini, j'ai que sa photo dans les mains et mes Kleenex. Comme tous ceux qui brisent ce pacte du silence, Betty, elle a été punie. Voilà, ce qui vraiment était très douloureux à voir, c'était de voir à quel point justement Betty, elle était mise de côté. Elle était tout le temps toute seule. Il y a un silence total, il arrive. Oh, mon Dieu. C'est un légume, 20 ans de plus. Avec une infirmière et on prend conscience peut-être du pourquoi ce procès, mais quelle tragédie cette histoire, quel gâchis. Il a perdu l'usage de la parole et donc il a une tablette avec un clavier. Aphasique, tétraplégique, l'homme tout-puissant n'est plus que l'ombre de lui-même, obligé de communiquer avec un clavier d'ordinateur. On n'entendait pas sa voix, mais une espèce de voix synthétique genre GPS. Ce qui était compliqué, c'est qu'on le voyait au travers du prisme du handicap. Je dis pas qu'on s'apitoyait, mais on voyait quand même un homme extrêmement diminué, handicapé, et ça le servait, ça. Et c'était dérangeant. Sur les bancs des partis civils, une autre famille endeuillée, celle du garagiste, Frédéric Piard. Lui, il était neutre là-dedans, il avait rien à voir là-dedans. Il avait rien fait, lui. C'est terrible de se dire qu'il n'y avait aucune raison objective, autre le fait qu'il ait été juste mal positionné à ce moment-là. Il aurait été à
10 mètres décalés, il n'aurait probablement pas été victime de Denis Manchet. Denis Manchet n'a laissé aucune chance à Frédéric Piard et à Virginie ce soir-là. Mais au-delà de ces crimes, il se joue autre chose pendant les débats. Assise dans la salle, une fille attend des paroles de réparation de la part de son père. Et j'arrive à la barre. Et je me tourne vers lui. La première chose que je dis, c'est que j'aimerais comprendre comment on a fait pour en arriver là. Et je lui dis, on n'était pas ta mère. On n'était pas des putes. C'est tout un flot de sentiments, j'évoque. Je suis en face de toi, il y a une famille, là. Et lorsqu'on lui redonne la parole pour dire « Alors, mais monsieur, voilà, vous avez entendu votre fille, ce qu'elle vous dit, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ?» Et il m'a écrit « Betty, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Tu seras le repère. Nous sommes fiers de toi. Tu es comme ta sœur. » Des années que j'attendais ça. Et plus de la première, la deuxième, la grosse, tout ça, ça n'existait plus. Je suis enfin placée dans cette famille, mais c'est trop tard. Sur les bancs de la partie civile, il y a aussi le fils que Denis Manchet a eu avec Virginie. Un jeune homme privé de sa mère qui regarde l'accusé du haut de ses 16 ans. Et il faut aussi qu'il affronte quelque chose qui est très important pour lui, c'est la relation avec son fils. Et jusque-là, il s'est toujours revendiqué comme étant le père de cet enfant. Il n'arrêtait pas de dire « mon fils ». Il refusait de dire « mon petit-fils », alors que, voilà, comme s'il refusait, en fait, d'avoir commis cet inceste. Lorsqu'il est finalement réinterrogé par rapport à cet enfant, il va finir par dire « je suis le grand-père de cet enfant. C'est l'enfant de ma fille. Voilà. Je ne peux pas considérer que je suis le père de cet enfant. » Et ça, c'est un moment qui est extrêmement important, parce que ça le repositionne dans une généalogie où il reprend sa place. Ce qui veut dire aussi que la relation qu'il a eue avec sa fille, qui est incestueuse, elle est le fruit d'un comportement qui n'a pas lieu d'être. La plus belle chose qu'il a rendue à Virginie, c'est son enfant à elle. Il n'était plus le papa, il était le grand-père. Et ça a dû lui coûter de l'écrire, ça. Il s'est destitué, il a rendu à Virginie son enfant. Donc, c'est peut-être trop tard, mais il l'a fait. Après 3 semaines d'audience, l'avocat général requiert la peine maximale contre Denis Manchet. La Cour suit le parquet. Le 19 décembre 2018, Denis Manchet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Frédéric Piard et l'assassinat de sa fille, Virginie. Je pense que c'est un vrai procès qui a aidé à réparer la famille. Parce qu'en fait, cette justice, elle leur avait été volée lors des 2 premiers procès. Et donc, pour la première fois, ça a été l'occasion pour les victimes de Denis Manchet de donner à entendre leur vérité. Une vérité, et pour Betty, la force de continuer à avancer. On ne m'a pas tout volé, puisque j'ai pu me construire aussi. J'ai toujours écouté voilà, c'est ma petite voix intérieure et foncer, 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 foncer. Mais le rêve de mon mari et de mes enfants, c'est que je tourne la page. 16. 2 jours.